problème de Thunder. L'Amérique des années 60 a enfanté d'une voiture qui figure toujours au catalogue de son constructeur, Ford, 40 années plus tard. Bien évidemment, celle d'aujourd'hui n'a plus rien de commun avec celle d'hier. Il y eut beaucoup de versions de cette voiture, mais la plus belle, la plus pure, c'est celle de la première génération, celle qui fabriqua le mythe, son nom, la Ford Mustang. C'est le président John Fitzgerald Kennedy qui ouvrit, sans le savoir, la route à la Ford Mustang. Dès son élection en 1961, il nomma Robert McNamara secrétaire d'État à la Défense. McNamara démissionna aussitôt de la confortable situation qu'il occupait, rien de moins que la direction du groupe Ford. Henry Ford II nomma un nouveau vice-président. Il s'appelait Lee Iacocca, était d'origine italienne, intelligent, talentueux et bourré d'idées. En prenant les rênes de Ford, Lee Iacocca trouva une gamme de voitures bien triste, au milieu de laquelle trônait la Ford Falcon. La Falcon, une berline sérieuse, raisonnable, économique, dont la seule vue donnait envie de bâiller. C'était la Ford qui ressemblait le moins à Iacocca. Mais l'Amérique adorait la Falcon. C'était le plus grand succès commercial de Ford depuis la guerre et le succès personnel de McNamara. Iacocca n'était pas un enfant de cœur, il savait bien qu'un cent est un cent et avait peu d'état d'âme. Mais il était convaincu que la médiocrité ne pouvait être payante éternellement. Il avait une féroce envie de laisser sa trace dans l'histoire de l'automobile. Oui, mais comment ? En 1961, Kirk Douglas, symbole des années 50, est récompensé pour son œuvre, mais en même temps boudé par les jeunes Américains qui ne se reconnaissent plus en lui. Et ce phénomène révèle à Lee Iacocca une évidence mathématique qui va bouleverser l'histoire de l'automobile. 1946 plus 18 égale 1964. Les enfants du baby-boom seraient en 1964 en âge de conduire. La vague déferlante du rock'n'roll apportait avec elle l'envie d'une vie insouciante et de voitures sexy. Il devenait urgent de rafraîchir l'image de marque de Ford, comme s'en rappelle le célèbre chroniqueur automobile José Rosinski. Cette époque-là, elle est marquée par l'offensive tous azimuts que Ford a lancée sur le sport automobile. L'objectif, bien sûr, c'était de rajeunir, de rendre plus dynamique l'image du constructeur. Et à cet effet, ils ont pensé au sport automobile comme support, comme vecteur. Et ce n'est pas tout à fait étonnant si on songe qu'à l'époque, le second de Henry Ford était un homme qui s'appelait Lee Iacocca et qui était, comme son nom l'indique, d'origine italienne, ce qui explique qu'il avait la fibre course automobile dans le sang et que, bien entendu, il a été celui qui a poussé au maximum pour ce programme. Bon, alors, aux États-Unis, c'était naturellement les courses NASCAR, c'est-à-dire pour voitures de tourisme modifiées. En Europe, alors ça a été dans tous azimuts, puisque ça a été aussi bien objectif Le Mans avec les Cobra puis avec les GT40, ça a été objectif Formule 1 avec le moteur V8 Ford Cosworth, et puis ça a été course de tourisme aussi, avec les grosses Galaxy satellites là, qui ont eu un petit peu de mal à s'adapter, qui était en vérité une nouvelle race de voitures américaines. Hein. Les Américains ont un mot pour définir le sport décontracté, ils disent « sporty ». La famille Kennedy était l'ambassadeur mondial de cette attitude sportive, de cette « American way of life ».
Iacocca décida que Ford serait la référence sportive de l'automobile américaine grâce à la Mustang. Il était indispensable que le public n'ignore rien de cette résolution et conformément aux usages de l'époque, Iacocca décida de construire un proto, une Dream Car, qui serait une sorte de symbole de la jeunesse retrouvée de Ford. La voiture prit la forme d'une biplace de sport. Les stylistes de Ford lui donnèrent curieusement le nom de Mustang. Et d'ailleurs, ils l'ont appelé la Mustang. Évidemment, c'est pas un hasard. On peut voir évidemment une allusion au mythe du Far West, à ces cow-boys dont le sport préféré était de dresser les jeunes poulains fougueux et sauvages. Et le style fougueux de la Mustang est bien entendu fait référence à ce mythe-là, mais il y a aussi peut-être, on peut y voir une allusion au Cavallino de Ferrari, qui était évidemment celui que Iacocca rêvait de battre. Battre Ferrari, bien sûr, mais pas avec les mêmes armes. Pas question pour Iacocca de développer un nouveau et forcément coûteux moteur. On se contentera du poussif V4 de la bien terne Ford Taunus. Le proto-Mustang fut construit en quelques jours. On emmena la Dream Car faire quelques tours de circuit devant les journalistes. Plus personne ne pouvait ignorer que Ford était de retour et de nouveau dans la course. Mais pour l'Iacocca, une chose était certaine, le prototype en question était exactement ce qu'il ne fallait pas faire en série. Car trop compliqué, trop cher, trop marginal. Et puis Iacocca pensait que les voitures à deux places ne se vendent pas et ne se vendront jamais. Non, ce qu'il voulait, c'était une Falcon, mais qui ressemble à tout le contraire d'une Falcon, car la Falcon incarnait trop les vertus traditionnelles de l'Amérique profonde, comme on le remarquait au Motor Show de New York. Pour séduire les jeunes adultes, pour leur vendre une voiture sportive, pour que ces jeunes aient vraiment l'impression de réinventer la vie, ce qu'il fallait, c'était 2 portes, pas plus, un capot développé sans complexe et un coffre écourté, tout ça pour faire sportif. La vraie référence des jeunes, la Chevrolet Corvette, était chère, brutale et refusait toute utilisation familiale. Iacocca lui voulait qu'avec la Mustang, l'Américain puisse rouler dans une voiture d'apparence marginale tout en transportant sa famille. Et à l'époque, Henry Ford avait dit, au cahier des charges, je voudrais une voiture qui coûte pas plus $1 la livre. Donc elle faisait 2000 livres et des poussières, elle coûtait sans option $2000. C'est vraiment la voiture bon marché, et avec petite taille, etc. Donc elle a beaucoup plu. En fait, le design avait été aussi fait pour contrecarrer un petit peu l'invasion des petites voitures européennes qui avaient beaucoup de succès à ces années-là, à partir des années 60 aux États-Unis. Pendant que le bureau de style de Ford étudiait et testait divers prototypes, tout en continuant à fabriquer de bonnes grosses Ford, Iacocca lançait une étude de marché dont les résultats furent plutôt décevants. L'estimation de vente de la future Mustang ne dépassait pas 80 000 exemplaires, très loin du seuil de rentabilité. Henry Ford II accepta tout de même de lancer le programme Mustang, mais en le dotant d'un budget ridicule et d'un délai minimum. En ce début 1964, les Jeux Olympiques d'Innsbruck passionnaient la jet-set du monde entier. Et la passion de la vitesse entraînait les Américains dans des courses offshore spectaculaires. La sortie de la Mustang aux États-Unis fut mise en scène avec panache. La date choisie fut l'ouverture de la foire de New York le 17 avril 1964.
La veille, une publicité présentait la nouvelle Ford à des millions de téléspectateurs. Mustang. Mustang is coming. Mustang is coming April 17th. The unexpected. The new Ford Mustang at your Ford dealers. Les jours qui suivirent, 2000 journaux et magazines reprenaient la nouvelle. Ford avait lancé une bombe. Les résultats furent au-delà des espérances de Ford. Le 17 au soir de ce fameux vendredi d'avril 64, les concessionnaires Ford, harassés mais heureux, comptaient déjà 22 000 commandes. On raconte qu'un agent de l'Est des États-Unis, qui n'avait qu'une seule voiture pour une quinzaine de demandes, organisa sur le champ une mini-vente aux enchères. Le vainqueur insista alors pour dormir dans la voiture jusqu'au lendemain, en attendant que son chèque soit encaissé, pour être sûr qu'on ne la lui reprenne pas. Iacocca pouvait pavoiser, son pari était gagné, les jeunes Américains se ruaient sur la Mustang et la publicité martelait les qualités de la nouvelle voiture. Les 100 000 exemplaires vendus furent dépassés 4 mois plus tard. Stampede. A stampede of 100,000 Mustangs. Ford Mustangs. In less than 4 months. 6 mois suffirent pour que la Mustang dépasse son seuil de rentabilité du jamais vu. Iacocca souriait. La Mustang obtenait le plus phénoménal succès commercial d'une voiture américaine depuis la guerre. Pour Iacocca, elle avait surtout surpassé le record de vente détenu jusqu'alors par la Falcon. Il avait battu McNamara. Il avait montré qu'on pouvait fabriquer à Détroit des voitures qui pouvaient faire la pige à la fine fleur des bolides européens, la Jaguar Type E, la Mercedes 300 SL ou encore la formidable Ferrari 250 GT. Les premières Mustangs sorties au milieu des années 64 furent baptisées 64,5. Leur poussif moteur 6 cylindres ne vécut que quelques semaines, il fut supprimé sans regret. La plus vieille Mustang roulante au monde est française. Alors celle-là, c'est un modèle 1964, c'est un modèle de pré-série, de pré-production Mustang. On peut dire que c'est la Mustang la plus vieille roulante au monde, d'après un livre américain qui la recense. C'est-à-dire, il faut savoir que la Mustang, quand elle a été conçue, déjà, elle n'avait pas 10 ans d'avance, mais 10 ans de retard. Donc c'est sûr qu'avec une suspension comme elle a, et... en fait, c'est une américaine déguisée en sportive à la base, quand même, la Mustang. En dehors du look, le gros point fort de la Mustang, c'est son prix de vente, 2 368 $, bien moins que sa seule concurrente, la Chevrolet Corvette. À dire vrai, cette Mustang de base n'était pas une voiture très excitante. Avec son moteur 6 cylindres, sa boîte manuelle à 3 rapports, ses freins à tambour non assistés, sa direction elle aussi non assistée et trop démultipliée. Mais Iacocca compensa ce caractère un peu mou par une astuce marketing remarquable. Ford proposait une liste d'options phénoménale, ce qui faisait qu'il était bien peu probable qu'on puisse croiser une Mustang complètement identique à la sienne. Et ces options étaient peu coûteuses. C'est ainsi que le remplacement du poussif 6 cylindres par l'excellent V8 de 189 cubic inch ne réclamait qu'un supplément de 150 $. Alors pourquoi s'en priver ? Le tout était de savoir s'arrêter dans le choix des options, ou bien le prix d'un cabriolet pouvait facilement doubler. Le V8 monté sur la Mustang est toujours fabriqué et il a bien contribué à la légende de la voiture. Compact, léger, robuste, prenant facilement du régime, le V8 289 est généralement considéré comme le meilleur V8 Ford depuis la guerre. En 1964, l'essayeur de la très sérieuse revue britannique Motor expliqua que cette voiture possédait des réserves d'accélération formidables à tous les régimes. C'est plutôt au volant que ça se gâtait. Oui, la Mustang accélérait, oui, son moteur était puissant, mais Dieu que sa tenue de route était aléatoire.
La même revue Motor trouvait que les virages étaient à prendre avec le maximum de discernement et sous la pluie, il conseillait de ne pas rouler. Je trouve qu'elle s'en sort quand même pas mal pour une voiture de cette conception-là, et ça tient bien la route. Enfin, j'ai encore jamais eu de problème, ni d'accident, ni de sortie de route en Mustang. Donc je pense que c'est un petit peu une légende de ceux qui savent pas les conduire comme elles doivent être conduites, en fait. Faut pas comparer ça à une Porsche ou à une voiture de sport. Pourtant, la Mustang a appuyé son formidable succès commercial sur une image de compétition. Le public français n'a d'ailleurs pas tardé à faire connaissance avec les Mustangs de compétition, puisque dès le Tour de France 1964, soit seulement 5 mois après leur lancement, les voitures américaines faisaient des débuts en fanfare sur les routes et les pistes de France. 2 Mustangs ont en effet pris les 2 premières places en classement tourisme du Tour Auto. C'était une date historique dans l'histoire de cette épreuve, si on peut dire, puisque dans la catégorie tourisme, les Jaguar Mark II régnaient sans interruption depuis le début des années 60, depuis 59 même, et qu'en 1964, eh bien, la Mustang a débarqué et qu'elle a mis un terme à cette suprématie qu'on croyait pouvoir se poursuivre jusqu'à l'éternité. En fait, pourquoi? Parce que à poids pratiquement égal, disons, la Mustang profitait d'un moteur V8 de 4,7 litres de cylindrée, c'est-à-dire 1 litre de cylindrée en plus pratiquement que la Jaguar. Et dans ces conditions, elle était absolument invulnérable. Et malgré tous les efforts de Bernard Consten, quadruple vainqueur du Tour de France, un chapitre était clos. La Mustang du Tour Auto garde exactement l'apparence du modèle de série. Pas un chrome ne manque et seuls les antibrouillards et les gros pneus montés sur de simples jantes en tôle trahissent sa préparation. Au cours d'un essai réalisé pour le magazine Sport Auto, José Rosinski mesura la Mustang en 15 secondes aux 400 mètres départ arrêté, un chrono identique à celui de l'autre grande star de l'époque, la Jaguar Type E. J'ai eu le privilège d'essayer la voiture qui a gagné le Tour de France automobile en 1964. Je connaissais bien la Mark II, puisque j'avais pratiqué dans cette même épreuve 2 ans auparavant. Bon, il est évident que sur le plan des performances, il n'y avait plus de match, puisque une Mustang comme celle-là, j'ai pu la mesurer à pratiquement 230 km/h en pointe. Elle battait le mur des 28 secondes au kilomètre départ arrêté. Des performances sensiblement supérieures aux meilleures Mark II de l'époque, incontestablement. Là, la cylindrée... pas grand-chose à répondre à ça. Question comportement routier, c'était une voiture qui certes, n'était pas un pur sang. Mais enfin, c'est vrai que, compte tenu d'une technique relativement fruste, elle se conduisait assez bien une fois qu'on avait appris à dominer un caractère survireur qui était le résultat de la présence d'un essieu rigide sur ressort semi-elliptique à lame à l'arrière, donc un système complètement suranné. Mais bon, il y avait des bonnes accélérations, il y avait un freinage suffisant, sinon particulièrement extraordinaire, il y avait quand même encore des tambours à l'arrière. Mais dans l'ensemble, ça faisait une voiture pas tellement maniable, mais en tout cas beaucoup plus performante que la Jaguar. À l'automne 64, une nouvelle version du moteur 289 devint disponible. Ce fut le légendaire, le mythique High Performance, d'une puissance de 271 chevaux, en d'autres mots, le V8 dont Carroll Shelby équipait déjà ses Cobras. Avec le V8 High Perf, Mademoiselle Mustang prenait vraiment son galop. Sa facilité à monter en régime donnait une impression de nervosité encore plus grande, accentuée par le massif capot de la Mustang qui se cabrait à la moindre provocation. Mais la grande nouveauté de 1964 résidait dans l'apparition d'un 3e modèle, le coupé Fastback, qui greffait sur la Mustang un pavillon type berlinette qui les faisait ressembler, comme par hasard, au Ferrari Tour de France.
La Mustang Fastback se caractérisait aussi par son dossier de banquette arrière, rabattable, de manière à former une plateforme de plein pied avec le coffre arrière. Cette disposition, empruntée à la Aston Martin DB4, apportait une solution ingénieuse au manque de place pour les bagages dont souffrait le hardtop ou le cabriolet. Notons que les ouïes du Fastback font fonction d'extracteur d'air pour la ventilation de l'habitacle, comme ce super trucasse d'époque le démontre. Avec des masses mieux réparties, le coupé Fastback affichait un comportement routier plus équilibré. Iacocca avait tenu en réserve ce coupé pour que son lancement suive de près les débuts en compétition de la sensationnelle Ford GT40 dont le développement avait été confié à John Wyer, celui qui avait réussi à faire gagner Aston Martin. Mais Wyer se souvient que les débuts de la GT40 furent chaotiques comme au Mans en 1964. Il faut reconnaître que la saison 64 a été un désastre. Nous avions 7 voitures au départ et aucune n'a fini. En fait, ce n'était pas aussi mal que ça en avait l'air car la voiture avait un potentiel énorme. Elle a mené la course au Mans pendant les 2 premières heures. Richie Ginter, à son premier tour, a dépassé toutes les Ferrari. Il a passé la 1, la 2, la 3. Il a commencé la course en 4e et il s'est retrouvé premier. Ça a été un choc pour Ferrari. Cette voiture avait vraiment un potentiel énorme. Philly a fait le tour le plus rapide. Il n'y avait pas de quoi être ennuyé. Mais c'est juste que nous utilisions une terrible transmission. 2 ans plus tard, Henry Ford était l'invité d'honneur des 24 heures. Henri Chemin, chargé des relations publiques chez Ford France, était chargé de l'accompagner. Henry Ford était l'invité d'honneur des 24 heures du Mans de cette année-là. Et pour faire plaisir à Henry Ford, on lui a demandé s'il voulait ouvrir le circuit avant le départ à 16h. Et bien entendu, il a dit oui, bien, ça me fait un grand plaisir. Et alors, on m'a demandé si je voulais bien piloter M. Ford sur un circuit, sur le circuit du Mans, un quart d'heure avant le départ de la course qu'il devait donner avec le ministre. Et nous voilà partis faire le tour avec M. Ford, Henry Ford II, sa femme, son fils. Et je vois arriver un grand mec qui vient nous rejoindre pour monter dans la voiture. Au départ, c'était Agnelli, le patron de Fiat. J'avais quand même du beau monde dans ma voiture, un peu serré, mais enfin, la voiture décapotée. Nous voilà partis, et en arrivant à Mulsanne, quelques gouttes d'eau. Et moi, bêtement, je dis, je demande à Madame Ford, j'ai dit, je vais monter la capote. Oh, ça va. J'ai dit, quand même, il pleut un peu. Bon, j'essaye de monter la capote. La voiture, la capote monte de 10 cm et s'arrête. Alors, je la redescends, je la remonte et hop, hop, rien à faire. À ce moment-là, Agnelli s'est tourné vers M. Ford pour lui dire, je ne sais pas ce que c'est que cette voiture, mais elle est vraiment pas d'une très bonne qualité. Enfin bon, ils ont plaisanté. Henry Ford m'a dit, forget that fucking top. Go ahead. Et on est arrivé, on a terminé le circuit sous la pluie, enfin pas de grosse pluie, mais quand même, et toujours décapoté avec cette fameuse Mustang rouge. Malgré cela, Henry Ford II donna le départ des 24 heures du Mans en espérant enfin une victoire. Et il l'obtint avec la GT40, préparée par John Wyer et un certain Carroll Shelby. Henry Ford n'était pas peu fier de remettre la coupe aux vainqueurs Bruce McLaren et Chris Amon. Enfin, Henry Ford avait battu son ennemi Enzo Ferrari et il fallait le faire savoir au monde entier. Les publicités Mustang utilisèrent très vite ce prestigieux parrainage. Grâce à la Mustang, un nouveau type social voyait le jour, le Mustanger, jeune, dynamique, décontracté. L'Amérique était fière d'elle-même. Un Américain, pour la première fois, quittait sa capsule Gemini pour marcher dans l'espace. Et à la fin du mois d'août 65, la Mustang avait dépassé les 680 000 exemplaires vendus, avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars.
Lee Iacocca pouvait être fier, la Mustang rejoignait la Ford T dans le petit groupe de voitures où s'était reconnue toute une génération. Quand on tient une bonne recette, on n'a aucune raison d'en changer. Le 2 mars 66, la millionième Mustang sortait des chaînes, et comme l'affirmait triomphalement la publicité Que faire quand on a vendu 1 million de Mustang, on attaque le second million. Ces années-là, les constructeurs recherchaient la performance pure. Il fallait se servir du formidable succès des courses automobiles, comme les 500 miles d'Indianapolis, pour vendre des voitures, même si cette course était quelquefois mouvementée. General Motors, l'éternel concurrent de Ford, lançait avec fougue sa réplique à la Mustang, la Chevrolet Camaro. Elle taillera bientôt des croupières à la Ford. En attendant, la Corvette Stingray était bien là, avec une carrosserie frappante et originale et un moteur à injection de 360 chevaux. Iacocca avait lâché la horde des Mustangs dans la plaine, mais désormais le petit cheval allait devoir lutter pour sa survie. La Mustang était toujours la voiture à la mode, mais rien n'est plus fragile qu'une mode, particulièrement auprès de la jeunesse, même si les plus jeunes tombaient eux aussi amoureux de la voiture. Les responsables de Ford prêtèrent alors une oreille plus attentive aux suggestions d'un Texan sarcastique et dégingandé qui jouait les cow-boys plus vrais que nature avec son inséparable Stetson et sa silhouette à la James Stewart. Il s'appelait Carroll Shelby. Ce personnage haut en couleur jouait les Dr Frankenstein de l'automobile en greffant sur de pales anglaises, les AC, de vigoureux moteurs V8 Ford et leur apposait sa marque, Cobra. Shelby était un bon pilote qui avait remporté de brillants succès, notamment une victoire aux 24 heures du Mans en 1959 sur une Aston Martin préparée par un certain John Wyer. Mais en 1961, Shelby dut abandonner le volant en raison de problèmes cardiaques qu'il dut soigner au moyen de pilules de nitroglycérine, ce qui n'arrangeait pas, on s'en doute, un tempérament naturellement explosif. Sir Stirling Moss, le grand champion anglais, se souvient de sa saison chez Aston Martin avec Shelby. Carroll Shelby était très agréable, un Texan tout à fait typique. C'était un bon pilote, très compétent. C'était une personne avec qui on se sentait bien, car Shelby était un grand des courses automobiles. Il fut suffisamment crédible en tant que pilote pour être écouté et pour s'entourer des meilleurs. Les AC Cobra de Shelby bénéficiaient d'un rapport poids-puissance phénoménal et obtinrent un succès fracassant. Plus de 1000 exemplaires furent construits que les collectionneurs se disputent aujourd'hui à prix d'or. Avec ces Cobra, Shelby régla lui aussi son compte à sa bête noire Enzo Ferrari, en remportant le championnat du monde des GT. Régler son compte à Ferrari, Iacocca voulait lui aussi y parvenir, mais avec sa voiture, la Mustang. Iacocca fit donc venir Shelby et lui demanda de faire courir la Mustang. La Mustang était vraiment une voiture musclée. Elle est sortie d'abord avec un 6 cylindres et puis elle eut un V8. Et c'était vraiment quelque chose, elle était économique, sportive. Les jeunes Américains qui regardaient les courses et admiraient les sportives européennes qui venaient ici, les trouvaient trop chères, comparées aux voitures américaines. Alors, lorsque la Mustang est arrivée à moins de $3000, avec une très bonne campagne de marketing orchestrée par Lee Iacocca, la voiture fit un malheur. Iacocca m'appela un jour et me dit « Nous avons cette nouvelle voiture de sport, la Mustang, et nous voulons que vous l'homologuiez pour en faire une voiture de compétition. » John Bishop, qui était le chef de la fédération automobile, me dit
C'est pas une vraie sportive. Elle n'a pas la suspension adaptée à la course, ni les freins adaptés. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas pour qu'elle devienne une vraie sportive. Un peu plus tard, j'ai revu Yakoka qui m'a demandé « Mais qu'avons-nous à entreprendre pour faire de la Mustang une vraie voiture de course ?» J'ai dit « Je ne sais pas vraiment ». J'ai rappelé John Bishop et je lui ai demandé à mon tour « Qu'est-ce qu'il faut faire pour en faire une vraie voiture de course ?» Alors il m'a dit « Pourquoi ne pas mettre de plus gros freins à l'avant, arriver à tirer 300 à 350 chevaux du moteur, changer les suspensions et les pare-chocs et enlever les sièges arrière qui ne pouvaient en fait servir qu'à des enfants sans jambes. » Bref, il m'a donné une liste d'une dizaine de modifications à faire, et même si je n'avais pas vraiment envie d'en faire une voiture de course, nous avons construit la première voiture en 45 jours. Pour faire homologuer la Mustang Shelby en voiture de tourisme, il fallait en construire au moins 100 exemplaires. Shelby se mit au boulot. Avec un clin d'œil qui valait un pied de nez au Ferrari 250 GT, le modèle fut baptisé GT 350. En plus des 100 exemplaires destinés à l'homologation, 15 autres furent transformés en vraies machines de circuit beaucoup plus pointues. Elles se nommaient 350R, R pour Race, et étaient dotées notamment de pare-chocs en fibre de verre, de vitres en plexiglas et d'un moteur poussé à 360 chevaux. Un beau jour de novembre, Shelby invita dans son usine de Venice, en Californie, les commissaires de la Fédération sportive automobile américaine, lesquels furent accueillis par les 100 GT350 alignés comme à la parade sur le parking. La Mustang obtint automatiquement son homologation sans autre forme de procès. Shelby garantissait la GT350 pour 90 jours. Mais en excluant tout usage de la voiture en compétition, que ce soit sur circuit, en accélération ou bien en côte. Le prix de vente de la GT350 était fixé à 4 600 $, soit tout de même quelques 2 000 $ de plus que la Mustang de base. Il y a trois cas de figure en fait, c'est la Mustang de base, qui s'est suivie après de ce qu'on appelle le High Perf. Donc où il y avait également un gain d'environ à peu près une vingtaine de chevaux. Et puis la Mustang High Perf a servi, bien entendu, et le moteur a servi à Shelby pour y ajouter sa petite touche personnelle et d'arriver donc à en obtenir une trentaine de chevaux supplémentaires. Donc là, on arrive à 306 chevaux. Dans sa version de série, la GT350 se montrait une vraie brute, extrêmement bruyante et inconfortable, avec des commandes dures et une suspension qui semblait bloquée, mais au total, c'était une brute sympathique. Rodzinski en 66 parlait de la Shelby en étant une méchante Mustang. C'est vrai qu'on a 306 chevaux, mais comme on arrive à les dompter tout à fait facilement en fait. Ce qui me faisait tout à l'heure qu'on peut très bien conduire tout à fait raisonnablement, et si vraiment on veut se faire plaisir, on appuie et on a un résultat qui est immédiat mais qui n'est pas brusque en fait. En dépit ou à cause de ses caractéristiques, la Mustang GT350 fit une carrière commerciale tout à fait confidentielle. La célèbre firme de location de voitures Hertz, qui voulait rajeunir elle aussi son image, passa commande de 1000 exemplaires d'une version spéciale baptisée GT350H. Elle donna lieu à certaines anecdotes concernant des voitures louées pour le week-end et rendues le lundi avec des traces suspectes, sinon évidentes, de numéros peints sur la carrosserie. Les Shelby GT350 connurent des succès divers en compétition. Elles firent bien sûr l'attraction des courses de circuit aux États-Unis, comme ici ou aux 24 heures de Daytona.
Les participations de ces monstres faisaient toujours sensation dans les grands meetings américains. En revanche, aux 24 heures du Mans, aucune Mustang Shelby ne réussit jamais à finir la course. Les quelques GT350 qui roulent encore de nos jours sont très recherchés. La cote est effectivement élevée pour des raisons de rareté en Europe. C'est vrai que la cote est encore plus importante aux États-Unis parce que l'état des voitures là-bas, je dirais, facilité par le dollar peu cher pour eux, forcément leur facilite la chose. Donc c'est vrai qu'on a une autre notion de la restauration des voitures outre-Atlantique et ici. Donc les voitures sont absolument bien entendu irréprochables. Elles sont concours là-bas. Ici, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, la cote remonte progressivement puisque les voitures manquent en fait, et même les Américains recherchent des autos en Europe parce qu'ils ont fait le tour en fait des voitures et il y a très peu d'annonces aux États-Unis en fait pour des Shelby, d'où l'intérêt des Américains pour essayer d'en trouver un petit peu ailleurs en fait. Donc la cote moyenne est pour un Shelby 66 se situe à peu près à 250 000. Carroll Shelby poursuivait ardemment ses activités venimeuses dans son repère californien. Les Shelby version 1967 étaient moins rapides que les premières car elles pesaient quelques 150 kg de plus à cause des nouvelles options comme la climatisation. Désormais, dans les courses américaines, les Mustangs feront de la figuration. Les Corvettes leur tourneront autour avec facilité grâce à leur big block de 425 chevaux. À la fin des années 60, la situation de la planète était un peu agitée. Au Vietnam, les Américains continuaient en vain à déverser des tonnes de bombes. En France, le printemps amenait une éclosion de lancers de pavés. Et un très coûteux mais bel oiseau blanc prenait son envol. On se souvient que les Américains menèrent le combat contre Concorde, mais qu'importe. Il aura scellé la coopération aéronautique européenne qui enfantera plus tard d'Airbus. Véritable star automobile, la Mustang ne pouvait que séduire le show business. Outre-Atlantique, son rôle le plus emblématique est sans conteste celui du film Bullitt. L'acteur Steve McQueen y prenait en chasse une Dodge Charger à bord d'un fastback GT390. Bon pilote, McQueen réglait lui-même les poursuites. Ces poursuites dans San Francisco sont tellement célèbres qu'il est aujourd'hui courant d'appeler une Mustang de cette génération une Bullitt. En France aussi, la Mustang se tailla une jolie carrière audiovisuelle grâce à Henri Chemin qui cumulait les fonctions de pilote et de responsable de la communication de Ford France. Comme aucun budget publicitaire n'existait en France pour lancer la Mustang et que l'accès à la télévision était interdit aux marques étrangères, Henri Chemin eut l'idée d'utiliser la notoriété des vedettes pour apporter de l'éclat à la Mustang. À l'époque, Hank Thiel était une star, aussi Henri Chemin s'intéressa à Hank Thiel. On avait pris Hank Thiel sur une idée commune entre Raphaël Geminiani et moi. On ne pouvait pas avoir accès à la télévision, donc on avait trouvé cette idée de créer une équipe de coureurs cyclistes professionnels. Jacques Hank Thiel était une idole et une star du vélo à l'époque. Et les cyclistes pros trouvaient bien qu'un constructeur automobile, le milieu cycliste de l'époque a trouvé bien qu'un constructeur automobile important, international, se penche sur le vélo, qui est un sport
populaire, j'allais dire en sport de pauvre. Mais à la limite, c'était vrai. Je veux dire, à part quelques vedettes qui étaient grassement payées, les autres, c'était des pauvres gens qui pédalaient vite, mais c'était des pauvres gens. Alors que ça faisait bien qu'un constructeur automobile important, de grand renom, se penche sur ce sport populaire. Et Anquetil a acheté d'emblée une Ford Mustang. Très content de rouler avec une Ford Mustang. Tous ces gens-là, avant tous les coureurs cyclistes de l'époque, roulaient avec des Mercedes. Et ben, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés au volant de cette Ford Mustang qui était jolie et qui marchait pas si mal que ça, après quelques préparations. Dans un joli coup de pub, Anquetil et Gemignani prirent même le départ du rallye de Monte-Carlo. Mais les cinéphiles se souviendront surtout des scènes d'Un homme et une femme où Claude Lelouch met en scène Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant et des Mustangs. Le film remportera la Palme d'Or au Festival de Cannes. Comme vous savez, Jean-Louis Trintignant est le héros, enfin l'acteur principal, et en même temps est le neveu de Maurice Trintignant. Et un jour, Maurice m'appelle pour me dire « Oh là là, Jean-Louis et un projet avec un nommé Lelouch, tu sais celui qui fait les films pour les machines à sous, là, les Scopitone, les machins, je sais pas quoi. » Je lui dis « Moi je ne sais pas. » Je lui dis « Non, je ne sais pas. » Bien voilà, ils sont allés chez Renault, ils se sont fait jeter, parce que pour faire le film, ils ont besoin de beaucoup de voitures, des voitures de course. Alors j'ai pensé peut-être que chez Ford, il y avait de quoi faire. Je lui ai dit, bah écoute, s'il veut venir voir Jean-Louis, j'ai vu arriver un jour dans mon bureau Jean-Louis Trintignant avec Claude Lelouch. Claude Lelouch n'avait pas d'histoire, enfin il avait un thème, mais on pouvait broder dessus, on pouvait inventer des histoires, on pouvait l'enrichir au fur et à mesure du tournage, ce qui a été fait d'ailleurs très bien. Et alors, moi je comptais, je disais, alors il y a combien de temps, on voit les voitures pendant combien de temps dans le film? Il n'y a que ça qui m'intéressait en fait. Puis alors il me dit, bon, quand même longtemps, plusieurs dizaines de minutes. Ah, je lui dis, ça peut m'intéresser quand même. Et vous avez besoin de quoi? Oh là là, j'ai besoin de la GT40, d'une monoplace, des 2-3 Mustangs. On va faire le rallye de Monte-Carlo. D'ailleurs, vous n'avez qu'à conduire la voiture. Vous jouez votre propre rôle. Et puis vous m'assistez pour me dire ce qu'il faut faire dans les prises de vue des bagnoles et tout ça. Et puis c'est parti. Alors on est allé tourner à Montlhéry, on a fait le rallye de Monte-Carlo en vrai, et puis voilà, puis on est allé à Cannes. Et puis comme c'était la seule histoire d'amour qui tenait à peu près debout et que c'était une année un peu pauvre, il faut quand même le dire, hein, on est revenu avec la Palme d'Or. Cette Mustang rouge conduite par Trintignant existe toujours, et un collectionneur français la possède. J'ai adoré, c'est vrai, cette forme de carrosserie, c'est ce qui m'a attiré, mais c'était hors de mes moyens, hors de mes portées. Et lorsque j'ai acheté ma DS19, qui coûtait 14 000 francs à l'époque, celle-ci coûtait 26 000 francs. Donc j'ai acheté la DS. Et un jour, mon frère a acquis cette voiture en l'achetant au monsieur qui l'avait acheté à la sortie du film, lorsque les voitures ont été rendues à Béra plus tôt. Quel film? Ah bah oui, L'homme et une femme. Mais ça, je l'ai su qu'après. Donc quand j'ai racheté cette voiture à mon frère, qui voulait s'acheter une moto, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai revendu la DS pour acheter cette voiture-là, avec laquelle j'ai eu un plaisir et je m'en suis servi pendant 10 ans, tous les jours, comme la voiture de Monsieur Tout-le-Monde à l'époque. Et c'est en la faisant entretenir au garage de Puteaux chez Béra, qu'un jour il me dit, vous savez que vous avez la voiture qui a tourné dans le film Un homme et une femme. Et j'ai répondu, oui, c'est le modèle. Non, 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 c'est la voiture que vous avez. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'elle avait tourné et qu'elle avait une histoire. Celui qui s'investira le plus dans le trip Mustang, c'est bien sûr Johnny Hallyday. Il prendra une licence de pilote pour réaliser tout un programme de compétition au sein de l'écurie Ford France, dont le rallye de Monte-Carlo avec Henri Chemin. Dans mon cœur, et dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Hallyday, c'est un très bon pilote. On ne peut pas dire pilote, mais c'est un très bon conducteur. Il n'a jamais fait de cours particulier de conduite. Il aime ça, il aime les voitures. À l'époque, il était un peu fou, mais enfin, ça allait aussi avec l'ambiance de son environnement, ça allait avec un tas de choses. Hein. La jeunesse folle des années 60, mais quand il voulait être sérieux, d'ailleurs la preuve, avec le recul, on s'aperçoit qu'il n'est pas si fou que ça, parce qu'il est toujours là. Hein.
Eh bien, Hallyday conduit très bien. Moi, je peux vous dire que quand on a fait le rallye de Monte-Carlo, il m'a fait passer les Ardennes. Et moi, j'ai un peu peur dans une voiture quand je ne conduis pas. Eh bien, j'ai dormi longtemps. Il a fait toutes les Ardennes dans le brouillard sur le verglas. Il ne s'est rien passé. Hein. Il allait très très bien. Je pense même qu'il y a certains professionnels, dits professionnels de la course qui conduisent moins bien que lui. Grâce à Henri Chemin, la Mustang devint l'égérie des quartiers chics parisiens et des stars de l'époque. Claude François, Françoise Hardy, Chantal Goya, Dick Rivers, Sheila, Peter Ustinov, Daniel Philippaki, Sylvie Vartan, Hugo Frey, Christophe, tous se feront photographier autour de leur Mustang car c'était bon pour leur image. Parce qu'Hallyday l'avait, et parce qu'Hallyday, on parlait de lui comme coureur automobile, alors ça lui a créé une image, ça a fait une auréole autour de lui et autour de la voiture. Et oui, quand même, quelques chanteurs de l'époque m'ont demandé s'ils pouvaient, comme Johnny, acheter une Mustang ou rouler en Mustang, suivant des arrangements à définir, mais ils voulaient surtout qu'elle soit peinte aux mêmes couleurs que les Mustangs de compétition. Ce que j'ai refusé, bien entendu. J'ai rencontré Claude François un jour qui m'a dit « Moi, je veux bien acheter une Mustang, mais je veux qu'elle soit comme celle de Johnny, peinte exactement pareil, je veux que ce soit écrit sur l'aile écurie Ford France. » Alors je lui ai répondu, si tu veux que ce soit écrit écurie Ford France, tu prends ta licence de pilote et tu fais comme Johnny, tu fais 4 courses par an. Là, inutile de vous dire qu'il n'y avait plus personne. Eddie Barclay prit la décision de sponsoriser une Mustang en course car c'était vraiment la voiture préférée des yéyés, donc celle qui ferait vendre des disques. Il confia bien évidemment le volant à Henri Chemin. En 1968, la Mustang continue d'évoluer et en haut de gamme, on frappe fort avec l'apparition d'un moteur 7 litres de cylindrée, un bloc lui aussi taillé pour la compétition qu'on retrouvait sous le capot des grosses GT40. Esthétiquement, tout l'avant a été redessiné une fois de plus par les soins du constructeur, lui imprimant une physionomie positivement féroce. Mais la voiture a pris du volume et du poids, Yakoka voulant offrir à ses clients toujours plus d'espace. Quant à l'arrière, il est maintenant évasé, ce qui plaît à certains collectionneurs. Et les puristes vont titiller un petit peu toujours. Moi je voulais, c'est au niveau de l'arrière. Vous avez un arrière plat 64, 65, 66, le coffre, et 67, 68, vous avez un arrière concave. Et bon, je voulais l'arrière concave. C'est une voiture que j'utilise régulièrement, avec laquelle je fais environ entre 20 et 25 000 km par an, où je vais partout. Je vais en vacances, je vais partout avec. Bon, je me régale sur les accélérations, sur les... ça, c'est une voiture avec le couple et la puissance du moteur. Quand vous prenez une côte en bas, si vous êtes à... sans parler d'excès de vitesse, on va dire, si vous êtes à 140 en bas de la côte, quelle que soit la côte, vous serez à 140 en haut de la côte. Hein. Quelle que soit la vitesse, vous arriverez toujours en haut de la côte à la même vitesse. Voilà. Malgré son nouveau volume, la voiture reste une référence et quand les publicitaires doivent trouver une voiture rapide pour sauver l'héroïne, à qui pense-t-il ? Les Mustangs ont pris de l'embonpoint, la page de la voiture compacte de Yakoka se tourne. Du principe de base qui était de sortir une compacte avec un moteur qu'on appelait un small block, parce que même avec le V8 de 289 cubic inch, ça ne fait jamais que 4 litres 6, 4 litres 7, et c'était déjà à ce moment-là suffisant, si vous voulez. Donc dans les années 67-68, on a commencé à augmenter un petit peu les moteurs. On a sorti un 390 cubic inch qui était nettement plus grand. On a élargi un petit peu la Mustang pour pouvoir mettre ce moteur dedans, et on a commencé cette transformation. Ça c'est produit jusqu'en 1968 à peu près, et puis à partir du moment 69, alors là avec je dirais la compétition, pas la compétition sportive, mais les autres marques comme Chrysler, Plymouth, General Motors, etc. sortaient des voitures, des muscle cars avec des moteurs plus en plus puissants. Donc on a commencé l'escalade de la puissance des moteurs pour aller jusqu'à des moteurs de 7 litres, 7 litres 5 dans les années 70, 71. Puis ensuite, bon, les 2 dernières années, et là, la voiture, bien sûr, avec ses moteurs, avait pris de l'embonpoint. Elle était plus longue, elle était plus large, c'était déjà
déjà plus la Mustang. Et les ventes s'en sont d'ailleurs, s'en sont ressenties énormément. En course, les Shelby 68 n'arrivent plus à suivre le rythme des Camaro. Plus typés, plus confortables et beaucoup mieux équipés, les Shelby de route obtiennent pourtant en 1968 leur meilleur score commercial avec 4400 exemplaires vendus. Mais la course à la puissance et la législation américaine vont avoir raison de la Shelby GT350. On était très occupés à fabriquer des voitures et j'essayais de faire de l'argent avec des GT350. Je fais un peu de course aussi. Mais les Mustangs devenaient de plus en plus grosses. Et le temps se gâtait pour nous à cause de nouvelles normes anti-pollution, anti-bruit et de sécurité appliquées aux voitures de gros calibre. Et ça a mis un terme à ce que je voulais faire. Il n'y avait plus beaucoup de choses à faire pour moi. De son temps, la Mustang a représenté un phénomène commercial et social qui dépassa les limites du continent américain. En 1969, la 2 millionième Mustang sortait des chaînes et Lee Iacocca, qui la conduisait, pouvait savourer le bonheur de la reconnaissance. Mais après 1969, la Mustang a dégradé son image. Toute une série de modèles bas de gamme portèrent le patronyme Mustang sans aucun rapport avec le mythe original. Aujourd'hui, les Mustangs des premières années ont su trouver une place dans le cœur des collectionneurs et certains modèles, comme la 64,5, sont maintenant activement recherchés, bien que leur cote reste très raisonnable. Il y a 10 ans ou 12 ans, elles valaient un petit peu plus cher. Elles ont baissé petit à petit et là, actuellement, elles sont en train de remonter. Mais enfin, une voiture comme celle-ci, en état moyen, ça coûte entre 50 et 60 000 francs. Pas plus. Après une violente dispute, Henry Ford licencia Iacocca. Celui-ci fut immédiatement récupéré par Chrysler. Il en devint le président et il y termina brillamment sa carrière. La Mustang contribua à sa manière à la grande épopée du style américain, à l'American Way of Life, et elle reste, avec la Corvette, l'unique représentante des GT américaines des années yéyé. Quand on demande à Iacocca quel est son chef-d'œuvre professionnel, il répond sans hésiter avoir réussi à faire galoper un cheval d'acier. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together. Man, this little girl is fine. Oh, this little